Le 9 janvier 2003, une journée d'hiver ordinaire s'est transformée en cauchemar national. Estelle Mouzin, fillette de 9 ans, élève en classe de CM2, a disparu alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes, une petite commune paisible de Seine-et-Marne. Ce trajet familier de seulement quelques centaines de mètres, qu'elle avait emprunté tant de fois, s'est brutalement interrompu sans laisser de traces. En quelques minutes, la vie de sa famille basculait, et avec elle, la France entière allait être bouleversée par l'une des affaires criminelles les plus marquantes du XXIe siècle. Dès le début de la soirée, l'inquiétude grandit. Ne voyant pas Estelle rentrer à la maison, son père Éric alerta les autorités. La police, d'abord prudente, envisagea plusieurs hypothèses. Une fugue, un retard, une erreur de trajet. Mais très vite, ces pistes se sont révélées improbables. Estelle était une enfant joyeuse, sans conflit familial, et rien ne laissait penser qu'elle aurait volontairement disparu. La machine des recherches fut donc enclenchée dans l'urgence. Les jours suivants, la mobilisation fut d'une ampleur rarement vue en France. Des centaines de policiers, gendarmes, pompiers, bénévoles et habitants se sont relayés pour ratisser la commune et les environs. Les forêts, les champs, les rivières furent scrutés dans leurs moindres recoins. Des barrages routiers furent installés, des chiens pisteurs déployés, des plongeurs envoyés dans les cours d'eau. Chaque indice, chaque témoignage potentiel était étudié, en vain. Estelle s'était littéralement volatilisée, les médias se sont immédiatement emparés de l'affaire. Son visage, immortalisé par une photographie devenue tristement célèbre, s'est affiché sur tous les écrans, à la une des journaux, sur des milliers d'affiches placardées dans les gares, les écoles, les commerces. En quelques jours, la petite Estelle est devenue le symbole d'une France inquiète et solidaire, un pays suspendu à l'espoir de la retrouver vivante. Chaque information nouvelle déclenchait une vague d'émotion et de compassion à travers tout le territoire. La douleur des parents, Éric et Suzanne Mouzin, s'est immédiatement transformée en combat. Avec une dignité bouleversante, ils se sont lancés dans une lutte acharnée pour maintenir la disparition de leur fille au cœur de l'actualité. Conférences de presse, interviews télévisées, interventions publiques, ils ont refusé de se taire. Pour eux, il était inconcevable de laisser tomber, inconcevable d'accepter que l'on puisse oublier Estelle. Leur détermination forçait le respect, mais leur visage marqué par l'angoisse et le désespoir disait aussi l'indicible souffrance de parents privés brutalement de leur enfant. Pourtant, malgré cette mobilisation sans précédent, les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Aucun élément concret ne permettait de progresser. Pas de témoins fiables, pas de traces ADN, pas de corps. Cette absence glaçante de preuves renforçait le caractère mystérieux de l'affaire. Peu à peu, la peur s'est installée, celle que la vérité ne soit jamais découverte, que la petite fille reste à jamais engloutie par le silence. Très vite, la disparition d'Estelle a pris une dimension nationale. Des marches blanches ont été organisées dans plusieurs villes de France, rassemblant des milliers de personnes. Des associations pour la protection des enfants ont vu leur action renforcée. Le nom d'Estelle Mouzin devenait un cri d'alarme. Un rappel brutal de la vulnérabilité des plus jeunes et de l'importance d'agir vite dans les cas de disparition. Les enquêteurs, eux, ont multiplié les hypothèses. L'idée d'un enlèvement par un inconnu semblait la plus plausible. Mais sans indice matériel, chaque piste finissait par s'effondrer. Les policiers ont interrogé des dizaines de suspects potentiels, exploré les profils de délinquants sexuels connus de la région, vérifié les alibis de voisins ou de personnes de passage. Rien n'y faisait. L'enquête patinait, la famille en s'épuisait, et le temps cruel effaçait peu à peu les traces. Pour Éric Mouzin, cette absence de résultats n'a jamais été synonyme de résignation. Dès les premières semaines, il a compris que l'affaire d'Estelle ne se résoudrait pas rapidement. Ce père, animé par un mélange de douleur et de rage, a décidé de transformer son désespoir en énergie. Il s'est battu non seulement pour sa fille, mais aussi pour toutes les familles confrontées à la même tragédie. À travers son combat, il dénonçait déjà les failles d'un système judiciaire et policier parfois trop lent, parfois trop aveugle. Ainsi, dès 2003, l'affaire Estelle Mouzin dépassait largement le cadre d'un simple fait divers. Elle devenait un miroir de la société française, révélant ses solidarités mais aussi ses fragilités. Ce drame mettait en lumière la nécessité d'améliorer la prise en charge des disparitions, la coordination des services de police et la rapidité d'action dans les premiers jours, si cruciaux pour sauver des vies. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, les images des battus, des affiches et des parents éplorés hantent les mémoires. Ce premier chapitre de l'affaire Estelle Mouzin reste celui du choc et de la sidération. Comment, en plein jour, une fillette de 9 ans a-t-elle pu disparaître dans une petite ville tranquille, sans témoin, sans indice, sans laisser la moindre trace? C'est ce mystère, resté sans réponse pendant des années, qui allait conduire la famille à un long combat judiciaire et qui, 2 décennies plus tard, continue d'interroger et d'émouvoir la France entière. Dès les premiers mois de l'enquête, un nom aurait pu s'imposer, celui de Michel Fourniret.
Mais en 2003, le prédateur des Ardennes n'était pas encore tombé. Bien qu'il ait déjà derrière lui un passé trouble et de multiples condamnations, son profil n'a pas immédiatement été relié à la disparition d'Estelle Mouzin. Cette négligence allait peser lourd et c'est précisément ce que la justice a reconnu 2 décennies plus tard. À l'époque, Fourniret vivait dans l'est de la France, entre la Belgique et les Ardennes. Son mode opératoire, ses déplacements fréquents et la nature de ses crimes commis contre des jeunes filles correspondaient pourtant étrangement au profil recherché par les enquêteurs. Mais les forces de l'ordre ont privilégié d'autres pistes locales, voisins suspects, délinquants sexuels connus dans la région de Guermantes, voire des théories plus marginales. Fourniret, lui, n'était pas encore sur leur radar prioritaire. Il faut rappeler que cet homme, condamné dès les années 1980 pour des agressions sexuelles, avait déjà été identifié comme un individu extrêmement dangereux. Pourtant, son nom n'a été lié à l'affaire Estelle qu'à partir de 2007, lorsqu'une première alerte a été lancée par des enquêteurs, convaincus que son profil devait être creusé. Mais cette piste, faute de coordination et de moyens, a été mise de côté. Le temps s'écoulait, et avec lui s'effaçaient là peut-être les traces d'Estelle. Ce n'est qu'en 2018, sous l'impulsion de la juge d'instruction Sabine Kéry, que la piste Fourniret a été relancée avec sérieux. La magistrate, déterminée et opiniâtre, a pris en main plusieurs affaires non élucidées susceptibles d'être liées au tueur en série. Convaincue qu'il fallait le confronter, elle a multiplié les auditions, cherché des recoupements et confronté Fourniret à ses propres contradictions. 2 ans plus tard, en mars 2020, le coup de théâtre, Michel Fourniret avoue avoir enlevé et tué Estelle Mouzin. Ses aveux, arrachés après des années de silence et de mensonges, semblaient enfin lever le voile sur une énigme vieille de 17 ans. Pour la famille, ce fut un moment de douleur extrême mêlé à une étrange forme de soulagement. L'identité du meurtrier était désormais confirmée. Mais les aveux partiels du criminel ne suffisaient-ils pas. Il refusait obstinément de révéler l'endroit où il avait dissimulé le corps. Hélas, le destin a ajouté une nouvelle cruauté à cette tragédie. En mai 2021, Michel Fourniret est décédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, emportant avec lui une grande partie de ses secrets. Pour les proches d'Estelle, c'était une double peine. Ils savaient enfin qui avait tué leur fille, mais n'avaient toujours aucune sépulture où se recueillir. La justice avait identifié le coupable, mais le deuil restait suspendu, inachevé, comme figé dans le temps. Dans ce silence assourdissant laissé par Fourniret, une autre voix a émergé, celle de Monique Olivier, son ex-épouse et complice de longue date. Elle connaissait les détails macabres des crimes de son mari et avait joué un rôle actif dans plusieurs enlèvements. Pendant des années, elle a multiplié les non-dits, les mensonges et les contradictions. Mais en 2023, acculée par les preuves et par ses propres aveux fragmentés, elle a été condamnée à une lourde peine de prison pour complicité dans l'assassinat d'Estelle. Cette condamnation a eu une portée symbolique majeure. Elle confirmait, au regard de la loi, que le couple criminel était bien responsable de la disparition de la fillette. Pourtant, cette vérité judiciaire demeure incomplète. Le corps d'Estelle n'a jamais été retrouvé. Chaque fouille organisée dans les Ardennes, chaque témoignage tardif, chaque exploration de cave ou de forêt ranime l'espoir puis la déception. Monique Olivier, bien qu'ayant consenti à donner de nouveaux détails, joue encore avec les zones d'ombre. Elle évoque parfois des lieux, des trajets, des souvenirs, mais ses récits sont souvent imprécis, changeants, voire contradictoires. Cette lente révélation de la piste Fourniret illustre cruellement ce que le père d'Estelle a toujours dénoncé. Si les enquêteurs avaient pris cette hypothèse au sérieux plus tôt, peut-être aurait-il été possible de retrouver sa fille, ou au moins ses restes, avant que les années n'effacent tout. L'ombre du monstre des Ardennes plane ainsi sur l'ensemble du dossier, rappelant que la vérité a mis près de 2 décennies à s'imposer alors que des indices convergents existaient depuis longtemps. Le chapitre de Fourniret clos par sa mort, il ne reste désormais que les pièces manquantes du puzzle que la justice tente encore de reconstituer. Pour Éric Mouzin, ce retard, cette lenteur, ces erreurs d'appréciation constituent une faute impardonnable. C'est précisément cette conviction qui l'a poussé à attaquer l'État pour faute lourde et déni de justice, ouvrant un nouveau front dans son combat. Depuis le 9 janvier 2003, Éric Mouzin vit avec une blessure qui ne s'est jamais refermée. La disparition de sa fille unique, Estelle, a bouleversé son existence, mais au lieu de se laisser engloutir par la douleur, il a décidé de transformer son chagrin en une force de combat. Très tôt, il a compris que l'affaire nécessiterait bien plus que de simples démarches administratives ou des attentes passives. Il a choisi de devenir l'avocat moral de sa fille, sa voix, son porte-parole, celui qui rappellerait sans relâche que la vérité devait être dite et que la justice ne pouvait pas tourner la page. Durant les premières années, alors que l'enquête semblait s'enliser dans un dédale de fausses pistes et d'hypothèses avortées, Éric a multiplié les interventions médiatiques. Il s'exprimait régulièrement sur les plateaux de télévision, dans les journaux, à la radio.
non pas pour s'exposer, mais pour maintenir Estelle au centre des préoccupations. Ne l'oubliez pas, répétait-il inlassablement, conscient que dans le flot d'actualité, une affaire peut vite être reléguée à l'arrière-plan. Cette visibilité était une arme, elle empêchait l'oubli, forçait les institutions à se justifier et plaçait la pression de l'opinion publique sur les épaules des enquêteurs et des juges. Mais ce combat médiatique n'était qu'une partie de sa stratégie. Très vite, Éric Mouzin s'est lancé dans un bras de fer contre les lenteurs de l'administration et les manquements de la justice. Il a dénoncé publiquement les dysfonctionnements de l'enquête, les négligences coupables qui avaient conduit à écarter la piste Fourniret pendant tant d'années. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un retard regrettable, c'était une faute lourde, une injustice faite à Estelle et à sa famille. Au fil du temps, ce père endeuillé est devenu une figure emblématique. Pour de nombreuses familles, confrontées à la disparition d'un proche, il incarnait la détermination et la dignité. À travers son engagement, il donnait l'exemple que l'on pouvait, malgré la douleur, faire entendre sa voix et obliger les institutions à rendre des comptes. Son nom, associé à celui d'Estelle, a fini par symboliser une lutte plus large, celle de toutes les victimes oubliées ou négligées par la justice française. En 2020, lorsque Michel Fourniret a enfin avoué avoir enlevé et tué Estelle, Éric Mouzin a ressenti un soulagement amer. La vérité judiciaire, même partielle, se rapprochait, mais il savait qu'elle arrivait trop tard. Le criminel, déjà affaibli, est mort 1 an plus tard, emportant avec lui les détails qui auraient pu permettre de retrouver le corps de sa fille. Ce sentiment d'inachevé a ravivé la colère d'Éric. Si la justice avait agi plus tôt, ces informations auraient peut-être pu être obtenues directement de la bouche du tueur avant qu'il ne disparaisse. C'est dans ce contexte qu'il a décidé d'aller plus loin en attaquant l'État. En juin 2025, il a déposé plainte pour faute lourde et déni de justice, reprochant aux enquêteurs d'avoir laissé passer des années cruciales. Cette action judiciaire n'était pas motivée par un intérêt financier. La somme demandée ne pouvait en aucun cas compenser la perte de son enfant, mais par une exigence de vérité et de responsabilité. Pour lui, il fallait que l'État reconnaisse officiellement ses erreurs, non seulement pour Estelle, mais aussi pour toutes les autres affaires où des familles se battent contre le silence. Ce combat, Éric Mouzin l'a mené avec une détermination impressionnante, mais aussi avec une immense fatigue morale. Chaque audience, chaque déplacement, chaque interview était une épreuve. Derrière son visage grave et sa voix posée, on devinait la douleur permanente, le vide abyssal laissé par Estelle. Pourtant, jamais il n'a baissé les bras. Même après plus de 20 ans, il continue de chercher, de réclamer, d'exiger. Ce combat personnel est aussi devenu collectif. Autour de lui, des associations, des avocats, des soutiens anonymes ou médiatiques se sont mobilisés. Beaucoup voient en lui un symbole, celui d'un père qui refuse l'oubli, qui transforme sa souffrance en une leçon pour la société. Ces mots résonnent bien au-delà de son histoire. Si l'on n'exige pas de compte, si l'on ne dénonce pas les manquements, d'autres familles connaîtront le même calvaire. Ainsi, l'histoire d'Éric Mouzin n'est pas seulement celle d'un père en quête de justice pour sa fille. C'est aussi celle d'un citoyen qui a osé affronter l'État et ses institutions pour rappeler que la justice n'est pas un privilège mais un droit fondamental. Son combat incarne la ténacité, le courage et l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant disparu. Le 3 septembre 2025 restera comme une date clé dans l'interminable combat d'Éric Mouzin. Ce jour-là, après plus de 20 ans d'attente, de lutte et de désillusion, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision historique. L'État français a été condamné pour faute lourde dans la gestion de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Pour la première fois, une juridiction reconnaissait officiellement que les lenteurs, les erreurs et les négligences des services d'enquête avaient contribué à retarder la vérité, laissant une famille entière dans l'attente et l'angoisse. Le jugement, particulièrement sévère, pointe du doigt les manquements accumulés au fil des années. Les magistrats ont évoqué un manque de moyens humains et des dysfonctionnements manifestes ayant conduit à négliger la piste Fourniret, alors même que des indices convergents auraient dû alerter les autorités bien plus tôt. Cette reconnaissance tardive confirme ce que le père d'Estelle n'a cessé de dénoncer pendant 2 décennies. L'enquête a failli à son devoir de diligence. Le tribunal a assorti cette condamnation d'une indemnisation de 50 000 € versée à Éric Mouzin au titre du préjudice moral. Une somme symbolique, évidemment dérisoire face à la perte d'un enfant, mais qui a une portée bien plus large. Elle acte la responsabilité de l'État dans la souffrance prolongée de cette famille. Comme l'a rappelé l'avocat de la partie civile, M. Éric Seban, ce n'est pas l'argent qui compte, mais la reconnaissance de ce que nous disons depuis des années. Cette décision a provoqué un véritable séisme dans le monde judiciaire et politique. Rares sont les cas où l'État est condamné pour ses carences dans une enquête criminelle. Les juges ont choisi des mots forts, soulignant que ces défaillances ne sont pas isolées mais qu'elles illustrent un problème plus large.
celui de la gestion des disparitions d'enfants et de la prise en charge des affaires non élucidées. En d'autres termes, l'affaire Estelle Mouzin dépasse le cadre d'un drame familial pour devenir un symbole des faiblesses structurelles de la justice française. À la sortie de l'audience, Éric Mouzin, visiblement ému, a accueilli cette décision comme une victoire morale, même si elle ne lui ramènera jamais sa fille. Il a salué un jugement qui répare une injustice et espéré que cette reconnaissance officielle servirait de précédent pour d'autres familles. Car derrière ce dossier emblématique se cachent des dizaines d'affaires où les proches se battent contre les lenteurs judiciaires, les erreurs d'investigation et parfois l'indifférence des institutions. Cette condamnation a aussi une portée politique. Elle pose la question des moyens alloués à la police et à la justice pour traiter les disparitions. Pendant des années, les enquêteurs ont dû composer avec des effectifs réduits, des moyens techniques limités et une surcharge de dossiers. Or, dans des affaires aussi sensibles, chaque retard peut s'avérer fatal. Le jugement du 3 septembre vient rappeler que l'État a une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants. Pour les associations de défense des victimes, cette décision marque un tournant. Plusieurs d'entre elles ont salué un signal fort, espérant qu'il incitera les pouvoirs publics à réformer la manière dont sont traitées les disparitions. Certains réclament déjà la création d'unités spécialisées et mieux financées, capables d'agir immédiatement et de manière coordonnée lorsqu'un enfant disparaît. L'affaire Estelle Mouzin démontre tragiquement qu'un manque de réactivité peut compromettre la découverte de la vérité pendant des décennies. Il reste que cette victoire judiciaire laisse un goût amer. Certes, la responsabilité de l'État est reconnue, mais pour Éric Mouzin et ses proches, la douleur demeure intacte. L'argent et les mots ne remplaceront jamais une présence, un sourire, une voix d'enfant. La condamnation, aussi historique soit-elle, n'efface pas les années de doute, d'attente et de souffrance. Elle ne ramène pas Estelle, elle ne révèle pas où se trouve son corps, elle n'offre pas la sépulture tant espérée. Cependant, en donnant raison à Éric Mouzin, la justice a envoyé un message clair. Aucune institution n'est au-dessus de ses devoirs, et les familles endeuillées ont le droit d'exiger des comptes. Ce jugement résonne comme un avertissement. La négligence et la lenteur ne sont pas seulement des faiblesses administratives, elles constituent une faute lourde qui doit être réparée. Ainsi, le 3 septembre 2025, une nouvelle page s'est tournée dans l'affaire Estelle Mouzin. Pas la dernière, car il reste encore des zones d'ombre, mais une page essentielle, celle de la reconnaissance d'une vérité longtemps niée. Désormais, la question qui obsède les proches de la fillette est simple. Cette décision va-t-elle enfin ouvrir la voie à une recherche plus déterminée pour retrouver son corps et permettre, après tant d'années, de commencer un véritable travail de deuil? La condamnation de l'État, aussi symbolique et historique soit-elle, ne met pas un terme au calvaire des proches d'Estelle. Pour Éric Mouzin et sa famille, la vérité judiciaire, aussi partielle qu'elle soit, n'équivaut pas à la vérité humaine. Plus de 20 ans après la disparition de la fillette, son corps n'a jamais été retrouvé. Ce vide, plus cruel encore que les aveux de Michel Fourniret ou la condamnation de Monique Olivier, empêche toute forme de deuil apaisé. Comment tourner la page sans sépulture, sans un lieu où se recueillir, sans le dernier geste d'amour qu'est l'enterrement d'un enfant? Depuis les années 2000, des dizaines de fouilles ont été menées, notamment dans les Ardennes, où le couple Fourniret-Olivier avait l'habitude d'agir. Des forêts, des caves, des terrains vagues ont été passés au peigne fin. À plusieurs reprises, l'espoir a surgi. Un témoignage, un indice, une déclaration de Monique Olivier laissant entrevoir une avancée. Mais chaque fois, la déception a succédé à l'espérance. Le corps d'Estelle reste introuvable, comme si la terre elle-même refusait de livrer son secret. Monique Olivier, désormais condamnée, est devenue la seule détentrice d'un savoir susceptible d'éclairer la famille. Mais son attitude ambiguë complique tout. Tantôt elle semble coopérative, donnant de nouveaux détails, évoquant un bois, une clairière, un trajet emprunté par Fourniret. Tantôt elle se rétracte, se contredit, brouille les pistes. Ses aveux partiels entretiennent l'espoir autant qu'ils prolongent la douleur. Pour Éric Mouzin, chaque nouvelle audition est une épreuve. La possibilité d'un soulagement se mêle à la peur d'un nouveau mensonge. Cette quête inachevée a transformé la vie de la famille Mouzin en une attente interminable. Chaque année qui passe accentue le sentiment d'injustice. Le temps efface les traces, réduit les chances de découvrir le corps, et pourtant, le père d'Estelle refuse de renoncer. Pour lui, retrouver sa fille n'est pas seulement une étape vers le deuil, c'est une exigence de dignité. Une manière de redonner à Estelle une place dans ce monde, de dire qu'elle n'est pas qu'un nom dans un dossier judiciaire, mais une enfant, une vie brisée trop tôt. Au-delà de la famille, l'affaire Estelle Mouzin continue de hanter la société française. Elle rappelle la fragilité des enfants face aux prédateurs, mais aussi les failles d'un système judiciaire et policier qui, pendant trop longtemps, a manqué de réactivité.
La condamnation de l'État a ouvert un débat national sur les moyens alloués aux disparitions, sur la nécessité de renforcer les unités spécialisées, sur l'importance de croire et d'écouter les familles. Beaucoup espèrent que cette affaire servira de catalyseur pour des réformes profondes, afin que plus jamais un parent n'ait à attendre 20 ans pour que la justice reconnaisse ses erreurs. Pour Éric Mouzin, cependant, la bataille reste avant tout intime. Derrière les caméras, les interviews, les audiences, il y a un homme brisé qui vit chaque jour avec l'absence de son enfant. Les anniversaires, les fêtes, les moments de famille sont autant de rappels douloureux de ce qui a été volé. Dans ses déclarations publiques, on sent une douleur contenue, mais toujours vive. Tant qu'Estelle ne sera pas retrouvée, je ne pourrai pas commencer mon deuil. Aujourd'hui, plus de 20 ans après le drame, l'histoire d'Estelle est à la fois celle d'une enfant disparue et celle d'un combat exemplaire. Elle incarne la ténacité d'un père face à l'injustice, la lenteur des institutions, les silences criminels. Mais elle incarne aussi l'espoir, celui que, malgré tout, la vérité finisse par éclater, que le corps d'Estelle soit retrouvé et qu'enfin une famille puisse déposer une fleur sur sa tombe. En attendant, la France continue de se souvenir. Chaque nouveau rebondissement dans l'affaire réveille l'émotion collective. Estelle n'est pas oubliée. Son prénom résonne comme un appel à la justice, comme un rappel que derrière chaque affaire judiciaire, il y a des visages, des familles, des vies brisées. Et tant que son corps n'aura pas été retrouvé, tant que la lumière n'aura pas été faite jusqu'au bout, l'affaire Mouzin restera ouverte dans les mémoires, suspendue entre douleur et espérance. La condamnation de l'État a ouvert une brèche, une reconnaissance. Mais l'histoire n'est pas finie. Le dernier chapitre, celui du deuil véritable, ne pourra s'écrire que lorsque la petite Estelle aura enfin été retrouvée. Ce jour-là, peut-être, ses proches pourront refermer un livre trop longtemps laissé ouvert, et la France entière, émue et marquée, pourra lui rendre l'hommage qu'elle mérite. Plus de 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, la vérité reste incomplète. Si l'État a enfin reconnu sa faute, si la justice a condamné Monique Olivier, le corps de la fillette n'a toujours pas été retrouvé. Pour son père Éric, le combat continue, porté par l'amour inébranlable qu'il voue à son enfant. L'affaire Estelle est devenue un symbole, celui d'un système judiciaire qui doit se réformer, mais aussi celui d'un père qui n'abandonne jamais. Elle nous rappelle que derrière chaque dossier, il y a des visages, des familles et une quête de dignité. Merci d'avoir suivi cet article. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour rester informé de nos prochaines analyses et reportages et soutenez ce travail en laissant un like. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire d'Estelle et de toutes les victimes oubliées.